Bonjour à tous, mon nom est Ludivine Coulon et je vais vous parler pendant ce webcast du CERIS de comment faire pour contourner un brevet concurrent bloquant. Un brevet comporte différentes parties, dont une très importante qui est située à la fin des brevets et qui s'appelle les revendications. Comme leur nom l'indique, les revendications définissent la portée du monopole que le breveté a revendiqué. Pour éviter d'être en infraction avec un brevet, il faut donc sortir du monopole et donc sortir des revendications. En général, sortir de la portée d'un brevet signifie que vous atteignez le même effet, mais avec une autre technologie. Mais qu'est-ce qu'une autre technologie? C'est une bonne question. Prenons un exemple. Si nous avons un brevet qui couvre une maison avec fenêtre, une maison avec fenêtre et rideau est toujours une maison avec fenêtre. Améliorer ne signifie donc pas contourner. Mais si vous avez seulement besoin d'un toit et que vous construisez la même maison sans fenêtre, vous sortez de la portée du brevet. Enlever quelque chose signifie donc généralement contourner. On comprendra que la technologie cible plutôt la fenêtre que la maison. Mais alors, on peut se demander ce qu'il en est d'une maison avec des portes-fenêtres. Même technologie ou pas? Peut-être, mais peut-être pas. Tout dépendra de comment les revendications sont écrites. Remplacer quelque chose ne signifie donc pas nécessairement contourner. Avant donc de prendre une décision sur la réaction à adopter face à un brevet concurrent qui bloque votre activité, la première étape est d'avoir une claire compréhension de la portée exacte d'une revendication et donc du monopole. Cela peut faire gagner beaucoup de temps, de négociations inutiles ou de contournements de protection inutiles. Prenons quelques exemples. La société Dyson a déposé un brevet pour son robinet qui a une sortie d'air et une sortie d'eau qui sont intégrées. Alors, la revendication de ce brevet est la suivante. Robinet d'évier qui contient une sortie d'eau et une sortie d'air pour sécher ses mains et la sortie d'air est intégrée à la sortie d'eau. Vous avez vous-même développé un robinet innovant et vous avez entre les mains ce produit. Vous avez une barre avec 3 sorties différentes, une pour l'air, une pour l'eau et une pour le savon. La sortie de savon est à gauche, la sortie d'eau est au milieu et la sortie d'air est à droite. Est-ce que cette barre tombe dans la portée du brevet Dyson? Vous avez un robinet, une sortie d'eau, une sortie d'air et la sortie d'air est intégrée dans le robinet. Toutes les caractéristiques de la revendication peuvent donc être lues dans votre produit. La réponse est oui, cette barre tombe dans la portée du brevet Dyson. Quelle serait maintenant la situation si les revendications étaient différentes? On aurait une revendication robinet pour évier comprenant une sortie d'eau, une sortie d'air pour se sécher les mains et la sortie d'air est intégrée dans le même canal que la sortie d'eau du robinet. On a donc maintenant une revendication qui précise que la sortie d'air est intégrée dans le même canal que la sortie d'eau. Où sont alors les canaux et les sorties dans le produit 2? On a deux possibilités. Situation A. L'eau atteint la sortie centrale via le canal de droite et l'air provient aussi du canal de droite. Ce robinet a un canal commun pour l'air et pour l'eau et donc il faut comprendre que ce robinet tombe littéralement dans la portée du brevet Dyson. Situation B. L'eau atteint la sortie centrale via le passage de gauche et l'air via le canal de droite. Il semble logique de penser que cette forme de réalisation ne tombe pas sous la portée des revendications du brevet Dyson. Il ne semble pas y avoir de canal commun entre les sorties d'eau et d'air dans le robinet. Et bien sûr, ceci dépend de comment interpréter le terme canal. On pourrait défendre que le canal est un canal rectiligne, c'est-à-dire le passage du mur au bout du robinet, comme illustré par la flèche orange sur l'image de gauche. Mais on pourrait aussi comprendre que le canal est en forme de U, comme illustré par la flèche orange sur l'image de droite. Si le canal doit être compris comme étant une forme de U, la barre robinet pourrait alors tomber sous la portée du brevet Dyson. Et c'est pourquoi l'interprétation des revendications doit être demandée à des professionnels qui vont regarder les revendications de manière très critique.
Alors, comment s'assurer de la bonne interprétation du canal, un U ou rectiligne? On peut regarder dans les échanges avec les offices. Et si l'on constate par exemple que pour obtenir son brevet, le breveté a argumenté que l'aspect innovant était de combiner l'air et l'eau en étroite proximité dans un même canal, et ce dans le même sens, donc de manière co-courante, dans ce cas-là, il est assez logique de considérer que le terme canal doit être compris comme un canal rectiligne commun où les flux sont parallèles. Quelle est la conséquence de cette interprétation? La conséquence est simple. Déplacer finalement l'arrivée d'eau du canal de droite dans le canal de gauche permet de contourner le brevet. L'eau et l'air ne sont pas en étroite proximité et les flux sont à contre-courant le long du U. Et donc on sort du brevet littéralement, mais aussi par équivalence. Si le canal est un canal rectiligne, dans la barre, l'air et l'eau ne sortent pas par le même canal. Si le canal est en forme de U, alors les flux sont antiparallèles, sont à contre-courant le long du U. Que signifie donc la contrefaçon par équivalence dont je viens de parler il y a quelques secondes? La contrefaçon par équivalence signifie en fait que la portée du brevet n'est pas purement limitée à la formulation stricte d'une revendication, mais qu'elle s'étend aussi à un moyen équivalent pour un homme de métier. Comme ce critère est assez subjectif, on évalue ceci par un problème solutionné par un moyen technique différent, mais qui procure le même effet pour un même résultat et de la même manière. Je vais aborder maintenant un exemple d'équivalence. C'est un cas réel qui a été jugé par une cour en Belgique. Alors, on a un exemple d'une chambre de dispersion qui est fermée par une membrane souple. Lorsque l'on installe le vide dans la chambre de dispersion, la membrane est rompue et la poudre se répand dans la chambre de dispersion. Si l'on applique au-dessus de la membrane une chambre pour appliquer une surpression, la membrane ne se rompt pas par dépression, mais se rompt par surpression. La Cour a décidé dans ce cas-là qu'appliquer un vide en dessous de la membrane ou d'appliquer une surpression au-dessus de la membrane étaient des moyens équivalents car ils fournissent un même effet pour un même résultat et de la même manière. Un même effet, la rupture de la membrane, pour un même résultat, la dispersion de la poudre et de la même manière par différence de pression des deux côtés de la membrane. Si nous revenons à notre exemple précédent, le brevet pour une maison avec des fenêtres ne couvre pas une maison sans fenêtres. Mais si, dans notre exemple, le brevet était obtenu pour une maison avec des fenêtres de polycarbonate qui résistent bien à l'environnement marin, sel et sable, tout en ayant une bonne résistance à la compression et au vieillissement, et que vous souhaitez exploiter une maison avec des fenêtres en verre, vous ne tombez pas dans la portée des revendications. Mais si vous voulez produire la maison avec des porte-fenêtres en polycarbonate au lieu de fenêtres en polycarbonate, ceci ne tombe pas dans la portée littérale des revendications, mais bien dans la portée par équivalence du brevet. L'interprétation d'un brevet, ce n'est donc pas une science crystal clear et la responsabilité doit être prise par des professionnels qui ont une connaissance approfondie de l'interprétation des revendications. Dans certains pays d'ailleurs, il existe même une procédure pour demander au juge de se positionner sur une interprétation de revendication. On appelle ça un Markman hearing aux États-Unis. En conclusion, contourner un brevet se fera rarement avec un degré de certitude de 100%, mais il peut certainement diminuer le risque de contrefaçon. Le contournement du brevet peut aussi aider dans la négociation d'une licence, par exemple pour gagner en sécurité, de ne pas se faire attaquer ultérieurement par le breveté. Je vous remercie de votre attention et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter.